Et c'est ainsi que de proche en proche, je vais arriver à une solution qui va, on l'espère, être plus adaptée à l'utilisateur. Donc là, on est vraiment au cœur de la planification agile, en fait. Ce qui veut dire quoi, en fait? Ce qui veut dire que, concrètement, il s'agit pour nous de réduire le lead time, c'est-à-dire de réduire cette fameuse durée entre le moment où un besoin apparaît, est exprimé, et le besoin où on répond à ce besoin, et le moment où on répond à ce besoin. Alors, pour avancer un petit peu, voici un exemple de cycle de vie agile où vous avez une phase exploratoire. C'est un exemple, hein, on peut imaginer d'autres cycles de vie agiles, mais enfin celui-là, il a le mérite d'être assez pratique, vous allez voir. Donc une phase exploratoire, une petite phase d'engagement et une phase ici, j'aime bien ce terme pour cette phase-là, pilotage par feedback. Hein, pilotage par feedback. Vous vous souvenez, c'est une approche empirique. Donc approche empirique, c'est j'y vais par petits incréments, par petits bouts. Je fais le point, je regarde ce qui se passe et j'adapte au fur et à mesure. Donc ça, c'est typique d'une approche agile finalement. Ici 2 mois, ici des années pour arriver à ce qu'on appelle la mort de l'appli ou le retrait de l'application qui peut être d'ailleurs une véritable charge de travail hein, suivant l'application. Donc en fait là, je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler d'un cycle de vie de produit en réalité. Hein. Et à la base, on pourrait dire que ce qui nous intéresse au niveau agilité, c'est la vie du produit. Hein. Et on va voir justement ensuite comment mapper cette vie de produit en quelque sorte à une vie de projet, puisqu'on ne parle pas exactement de la même chose là. Alors selon vous ici, combien ça dure, quelle est la durée de vie d'un logiciel en moyenne? 2 à 5 ans. 5 à 10. Voilà. 5 à 10. Alors vous avez des logiciels, par exemple dans le spatial ou même en gestion, vous avez des logiciels qui sont plus vieux que ça. Hein. Vous avez ce qu'on appelle des back-office, etc. Vous avez des choses qui tournent en COBOL, etc., qui datent... donc, en moyenne, la durée de vie, grosso modo, effectivement, c'est 5, 10, 15 ans. Bon, partons sur 10 ans. Donc, vous voyez, en fait, que quand on démarre un logiciel, il faut faire attention à ça. On n'est pas en train de démarrer un produit et la vie ne s'arrête pas au bout de 6 mois ou de 8 mois quand on va livrer ce produit. C'est presque là que ça démarre, en fait, puisque derrière, il y a 10 ans encore. Hein. Voilà. Alors, notez également un point intéressant qui est que quand on analyse à la fin ici, donc lorsqu'on va retirer un produit logiciel, quand on analyse ces différentes fonctionnalités, eh bien, on constate que plus de 60% des fonctionnalités ont été injectées, ont été développées après la première version. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut casser un peu aussi le mythe du développeur dont le métier consiste sous NetBeans ou sous votre environnement préféré à aller toujours chercher New Class. Hein, la vie d'un développeur, c'est pas New Class. La vie d'un développeur, c'est de façon plus générale. Il y a des classes qui existent et il s'agit de faire évoluer, enfin ces classes-là, je m'adresse aux développeurs, hein, en objet, il s'agit de faire évoluer le produit. Hein. Il ne s'agit pas forcément de créer un produit, il s'agit de le faire évoluer. Voilà, pour la petite histoire, la phase exploratoire sur laquelle je vais revenir tout de suite, ici on indique 2 mois maximum. 2 mois maximum, c'est pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle parfois l'analyse paralysante. Alors est-ce que l'analyse paralysante, c'est une expression qui vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça peut être l'analyse paralysante? Oui? Oui, on est bloqué par trop d'analyses, c'est-à-dire c'est les situations où on a une idée de produit, alors on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait prendre cette solution technique, on pourrait reprendre celle-ci, puis on va en rediscuter pendant 3 semaines, etc. Donc non, l'idée, hein, encore une fois, approche empirique, l'idée c'est de dire, démarrons sur un premier ensemble de caractéristiques peut-être plus restreints, mais donnons-nous du feedback concret, du grain à moudre, quoi, hein. Ne restons pas comme ça des mois et des mois en analyse. Voilà. Alors, j'ai évoqué cette phase exploratoire. L'objectif de cette phase exploratoire, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà dans un premier temps de construire un embryon d'équipe. L'équipe, ensuite, elle va s'adapter à la charge de travail, bien sûr, mais c'est de construire un embryon d'équipe. Alors, attention, là, je parle d'agilité de façon générale, je ne parle pas de Scrum en particulier. Hein, je parle d'agilité, donc dans l'agilité, il y a 3 métiers, 3 rôles importants. Le premier rôle important en agilité, c'est évidemment ce rôle donc, que j'appelle métier ici, c'est-à-dire les utilisateurs, les représentants d'utilisateurs, donc qui se traduit par le product owner, par exemple, dans Scrum. Donc quelqu'un qui est là, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en ligne la voice of customer, la voix du client. Hein, donc je parle de cette chose-là.
L'autre rôle important, c'est bien sûr le système d'information, donc les développeurs, les exploitants. Et pour faire un logiciel, il faut ça en fait. Il faut quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui peut répondre à ce besoin. Et puis le dernier rôle agile vraiment important, c'est le rôle de support au sens management. Le management est directement évoqué dans les principes agiles, dans l'extreme programming, on parle beaucoup de management agile. Le management en tant que support, en tant que serviteur de l'équipe, hein, en tant que personnes qui ont la capacité, par exemple, d'apporter des ressources, hein, etc. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc on pourrait parler de team building. Autre objectif, le scoping. Donc en clair, qu'est-ce que je veux faire de mon produit? Donc on va parler de vision, d'ébauche de backlog, etc. Et puis également une ébauche, ou en tout cas un premier élément en termes de solutions techniques. Ce qu'on appelle parfois l'architecture. On pourrait revenir sur cette métaphore de l'architecture qui n'est pas terrible. Alors également pour continuer, toujours dans ces bases, comment est-ce qu'on va planifier? Donc sur quoi on s'appuie pour planifier concrètement? Tout à l'heure, Jean-François a évoqué ce qu'on appelle parfois le triangle de fer ou le triangle infernal, constitué de budget, planning et alors qualité, scope. Bon, l'idée en agilité, c'est vraiment déjà de distinguer les deux, qualité et contenu, parce que je peux très bien avoir un contenu et beaucoup de défauts. Hein, donc bon, il s'agit quand même de deux axes différents, vous voyez. Et puis je pense qu'il y a un axe qu'il ne faut pas oublier en fait. Hein. L'idée c'est quand même d'être réaliste. Hein. Il y a quand même une base en changement qui est que je ne peux changer que ce dont j'ai conscience. Donc il faut aussi prendre conscience qu'il y a un autre axe de management, un autre levier sur lequel les managers jouent parfois, qui est tout simplement le respect des personnes en termes de stress d'équipe, etc. Alors, la base, et ça c'est vraiment un postulat agile très important que l'on a retrouvé d'ailleurs tout à l'heure un petit peu au niveau contractualisation, il y a un postulat agile essentiel qui est celui-ci, qui est qu'il nous faut une ou plusieurs variables d'ajustement. Il faut une variable d'ajustement. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on appelle habituellement forfait, l'image d'Épinal du forfait, qui est que, en tant que client, je fixe le planning, le budget, le contenu. Ça, effectivement, en agilité, on considère que ça ne peut pas fonctionner. Mais enfin, vous regardez la vraie vie des forfaits, les 3/4 du temps, il y a une variable d'ajustement quelque part, hein, quand ça se passe bien. Ou sinon, ça veut dire qu'on part au clash. Donc, en fait, le métier, comme c'est lui le métier, c'est lui qui a le budget, eh ben, c'est lui qui choisit la variable d'ajustement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que je vais choisir mon planning, donc je vais dire je veux telle et telle release. Je vais choisir le budget, donc j'ai un budget de temps, et puis à partir de là, on va ajuster sur le contenu. Ça, c'est la recommandation de l'agilité, de travailler comme ça. Mais parfois, le client pourra peut-être dire je fixe le contenu et je veux ajuster le planning en fonction. Alors, je parle de contenu, de planning, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une très bonne idée de jouer sur le stress des personnes. Hein. Ça, ce n'est pas très agile. Il y a quand même un côté humaniste à l'agilité qui fait qu'on est dans un rythme viable. Comme on disait ce matin dans le Lean, le terme sprint, par exemple, de Scrum, il n'est pas spécialement agile, hein, parce qu'on est plutôt dans un rythme viable, c'est plutôt dans de l'endurance, hein, lorsqu'il s'agit de développer pendant des mois et des mois. Et on ne va pas jouer non plus sur la qualité. Pourquoi? Parce que si on joue sur la qualité, ça veut dire qu'on va le payer un jour ou l'autre, cette chose-là. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ça veut dire qu'il nous reste ces 3 variables d'ajustement. Et donc, en résumé, la question, c'est quelle est la variable ou les variables d'ajustement que l'utilisateur choisit. Mais ça, c'est vraiment un postulat. Et du coup, d'ailleurs, vous voyez, on pourrait derrière, vous voyez, on entend derrière les questions de contractualisation, justement. C'est-à-dire, à partir de ce constat, comment est-ce que je contractualise? On pourra y revenir. Voilà, donc là, je vais m'intéresser à un agile, disons, type Scrum XP, qui est basé sur de l'itératif, et donc avec 2 niveaux finalement de planification, qui est le niveau des versions et le niveau des itérations. Alors, ce que l'on va voir rapidement, c'est ce qu'on pourrait appeler ce protocole de planification, mais qui correspond, si vous voulez, à ces règles du jeu, finalement. Donc, l'idée, c'est pour une unité de temps donné. Par exemple, pour ma release, je regarde comment je vais planifier. Mais vous pouvez imaginer la même chose pour une itération. Donc en clair, ce que je suis en train de dire là, pour ceux qui connaissent le sprint meeting de Scrum, en fait, c'est au départ dans l'extreme programming, par exemple, on a ce protocole qui est plus généraliste, mais qui s'adapte donc également au sprint meeting. Donc on va définir le budget, en particulier en termes de capacité de l'unité de temps. Par exemple, si on travaille un jour, on peut tout à fait estimer un jour en agilité. J'ai dans ma release une capacité de 200 jours. Je dis, ma release, c'est 200 jours de production, je parle, pas au sens calendaire.
Donc on va lister les différents items à planifier. Par exemple, pour une release, on va lister un certain nombre de features, c'est-à-dire de caractéristiques ou de grandes fonctionnalités, si vous préférez. Et à partir de là, on va voir comment on va faire. On va estimer ces features, donc bien sûr dans la même unité qu'ici, dans la capacité. Donc si je travaille en jour, je vais estimer les features en jour. Si je travaille en points, je vais estimer les features en points. Et puis on va planifier tout simplement en jouant sur la valeur métier. Et comme je le disais, le métier ou le product owner, si vous préférez, va fixer des variables et donc va décider des variables d'ajustement. Et donc il s'agit de trouver cet équilibre entre toutes ces choses-là. Et comme c'est un jeu, il y a un objectif du jeu. Hein, quand on joue, il y a un objectif. Donc l'objectif du jeu ici, c'est de maximiser la valeur métier fournie. Hein. Vous vous souvenez, empirique, centré, importance métier, etc. Donc ça, à un moment donné, il faut bien que l'on le retrouve quelque part. Donc on le retrouve dans cet objectif de la planification qui est maximiser la valeur métier fournie à l'utilisateur. Alors on va voir les joueurs. Pour la petite histoire, par exemple l'estimation, vous avez des cartes de planning poker. Quels sont ceux qui ont déjà utilisé des cartes de planning poker? Donc il y en a. Voilà, il y en a quand même. Ah oui, ok, il y en a un certain nombre. Donc voilà. Bon, planning poker, qui est une méthode d'estimation qui n'a rien à voir avec de la planification. Hein, ce serait plutôt en français. En fait, on aurait pu appeler ça estimation belote, si vous voulez, hein, puisque c'est un jeu de cartes. Donc ce serait plutôt l'estimation belote. Alors les joueurs, en fait, les joueurs, donc il y a le métier, donc par exemple le product owner dans Scrum qui est là pour définir la valeur métier. Donc là aussi. La question, c'est comment je définis la valeur métier. Bon, aujourd'hui, on a un certain nombre de pratiques qui nous permettent de faire ça. Comment je priorise, et donc en jouant ce jeu de la planification qui est de maximiser la valeur métier. Et le système d'information, donc le développeur, les exploitants, sont là, eux, pour fournir les estimations de charges et de coûts. Et voilà, donc ça, ce sont les deux joueurs dans de la planification donc, agile. Alors, si, prenons un petit exemple. Donc, imaginons que j'ai une release qui dure un mois. Bon, ok. Cette capacité, donc là, je travaille en points, admettons. Donc, cette capacité, dans cette release, je dis qu'il y a 2 itérations. Donc, en termes de planification, ça me donne 2 itérations de 2 semaines, par exemple. Et donc, le constat, le fameux yesterday weather, c'est qu'on est en moyenne sur 20 points par itération. Donc, en clair, ça me donne une capacité de release de 20 points. Et à partir de là, j'ai cet ensemble de features candidates. Hein, c'est-à-dire j'ai un ensemble de caractéristiques, par exemple calcul du devis, gestion de produits, reporting, statistiques clients, etc. Bon. Donc j'ai un certain nombre de features, et à chaque feature, eh bien, le client ou le métier ou le product owner va associer une valeur métier. Par exemple ici la valeur métier c'est 1000, c'est 800. Bon. Et côté SI, on va associer, ou développeur si vous préférez, on va associer un coût. Par exemple, ici, cette feature, c'est 18 points, cette feature, c'est 15 points, etc. Et donc, le boulot du métier va être, à partir de là, de maximiser justement la valeur métier fournie. Et donc, il va, par exemple, décider que dans cette release, il injecte les features 1, 3 et 5, pardon, pour un effort total de 38, donc ça rentre dans la capacité, et pour une valeur métier espérée de 2900 points. D'accord ? C'est très important cette chose-là, parce que là, on est à la base de la planification agile, et il faut vraiment, en tant que coach, en tant que Scrum Master, enfin, même en tant que développeur, inciter le Product Owner ou le métier à travailler sur sa valeur métier. Parce que c'est encore une fois, c'est la base de la planification agile, cette chose-là. Voilà, avec deux pratiques complémentaires qui sont donc au fur et à mesure l'adaptation de la taille de l'équipe. Donc c'est clair que suivant la charge de travail, suivant les objectifs de planning du métier, etc., on va décider que dans l'équipe, il vaut mieux qu'il y ait 4, 8, X développeurs. Par exemple, j'ai récemment travaillé avec une équipe de 40 développeurs, donc on arrive à faire de l'agilité à 40. C'est forcément un peu moins facile qu'à 6, mais enfin aujourd'hui on a des techniques, c'est ce qu'on appelle les scrum de Scrum. Bon voilà, donc on va adapter la taille de l'équipe, et on va également jouer sur une continuité d'équipe. On va jouer sur une continuité d'équipe dans le temps. Voilà, pour terminer, quelques cas typiques. Donc, ma time tracker m'indique qu'il reste 5 minutes. Donc, je ne sais pas ce que je fais si je me suicide. Là où je vais tenter quand même de terminer.
Voilà, c'est avant les questions. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de garder quand même un petit peu de temps pour des questions. Donc, pour terminer rapidement, en fait. Voilà, là, ce que vous avez, c'est quelque chose aujourd'hui qui, chez les clients, enfin dans l'industrie, est tout à fait classique. C'est ce type de phasing, en fait, qui est un phasing basé sur, en fait, une gestion budgétaire des choses. Et basé sur, généralement, une préétude. Alors que cette préétude, vous l'appeliez étude de cadrage, préétude, étude d'opportunité, enfin bref, il y a une phase de préétude qui parfois correspond à une phase d'appel d'offres d'ailleurs, ou qui peut vraiment correspondre réellement à une phase de préétude avec des protos, etc. Et puis après, on va rentrer vraiment dans, par exemple, un mode projet de 8 mois, et puis ensuite, une fois qu'on a livré, une fois que ce projet s'arrête, eh bien, on passe en maintenance. Et puis, un an après, par exemple, bien sûr, il y a une évolution significative qui arrive, donc on repart en mode projet, et puis on repart en maintenance, etc. Et donc, ben, vous voyez, cette chose-là, elle dure, ben, grosso modo, en moyenne 10 ans. Donc, en fait, il faut prendre conscience que ce truc-là, c'est relativement arbitraire. C'est juste une façon de voir les choses. Parce que, en fait, côté utilisateur, ben, il y a mon produit. Alors parce que j'ai une évolution qui coûte pas cher, je suis en mode maintenance, et parce qu'il y a une évolution qui coûte cher, je suis en mode projet. Mais vous voyez que ça n'a pas forcément grand-chose à voir, cette chose-là, avec la valeur métier de l'évolution. Vous voyez, c'est deux choses complètement décorrélées. Bon, alors en tout cas, le fait est que, en général, on est dans ce mode-là. Quels sont ceux qui se reconnaissent dans ce schéma? Enfin, qui... Oui, merci, je me sens moins seul. Oui. Bon, et les autres, alors, comment ça se passe? Vous êtes dans quel mode vous êtes, alors, par rapport au cycle de vie du produit? Ah, d'accord. Ah oui, non, mais alors, attendez, on est d'accord. Ici, j'ai mis 8 mois parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est un petit peu un standard industriel qui s'installe. Hein. Cette histoire de 8 mois, je la retrouve chez différents clients. Voilà, c'est pour ça que je prends 8 mois. Mais ici, ça peut être 1 an, 6 mois, etc. La question, c'est quels sont ceux qui sont comme ça par rapport aux produits logiciels? Alors, je vais préciser la question. Quels sont ceux qui sont en mode, justement, projet maintenance? C'est-à-dire, j'ai une équipe projet, j'ai un budget projet, puis après, j'ai de la maintenance. Quels sont ceux qui sont dans ce mode-là? Ah, voilà. On est d'accord. Ok, ok. Oui. Bien sûr. Ah non, mais là, je ne parle pas d'agilité, je parle de la vraie vie, je parle d'une manière... Et justement, mon propos là, c'est de voir du coup comment je m'inscris en agilité, de façon agile dans cette histoire-là. Parce que si j'arrive avec mes gros sabots et puis que je dis, bon, ben, attendez, ces histoires de projet maintenance, c'est bien gentil, mais enfin, il faut une continuité d'équipe, c'est la vie, on est plutôt sur un cycle de vie de produits, etc. Bon, on va me dire, t'es gentil Thierry, mais enfin, nous, ça marche comme ça. Hein, voilà, donc la question, c'est ça. Alors, premièrement, ben, en mode projet, ouais, donc mode projet, ça veut dire quoi? Ben, mode projet, ça veut dire qu'il y a une préétude qui a été faite, donc il y a un budget qui a été établi, plus ou moins un planning, et une équipe, et grosso modo un scope. Donc à partir du moment où le projet est lancé, ben, si on travaille en agilité, ben, on fait quoi? On démarre par une phase exploratoire. Alors tout à l'heure, j'ai dit la phase exploratoire, c'est 2 mois maximum. Donc c'est bien un maximum. La phase exploratoire, si elle dure 2 jours, elle dure 2 jours dans ce cas-là, hein, ou si elle dure 3 jours. Mais phase exploratoire ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je démarre, ben, je vais me poser des questions de team building. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si on fait du Scrum, le Product Owner, donc qui est le Product Owner, est-ce qu'il est vraiment disponible pour venir tous les jours tester, commenter, donner du feedback? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il délègue, par exemple, à un analyste fonctionnel, etc., etc. Quel est l'outil que l'on va utiliser pour gérer le backlog? Est-ce qu'on prend un fichier Excel? Est-ce qu'on prend iScrum, qui est un outil libre que je vous conseille vivement pour faire du Scrum? Bon, voilà, donc si vous voulez, c'est ces questions que l'on se pose. Hein. Est-ce qu'on automatise les tests d'acceptation? Donc tout ça, c'est de l'exploration, si vous voulez. Tout ça, c'est de l'exploration. Donc comment on fonctionne en agilité? Quel est le planning agile qu'on se crée dans cet espace-là? Puisque vous voyez que là, en fait, ça, c'est un petit peu un espace de liberté, disons, il faut espérer, dans lequel on pourra faire de l'agilité. Et une fois qu'on a terminé cette exploration, qui encore une fois, si elle dure un jour, elle dure un jour, si elle dure une semaine, elle dure une semaine, mais à partir de là, on attaque vraiment un pilotage par feedback, c'est-à-dire réellement des itérations de production, si vous préférez. Et comme on est agile, tant qu'à faire, on va dans cet espace planifier un certain nombre de versions. On pourrait dire que la base de l'agilité, c'est ça. La base de l'agilité, c'est planifier plusieurs versions. Pourquoi? Pour, encore une fois,
obtenir ici un feedback d'une première version qui me permet d'adapter la deuxième version. Avec presque, on pourrait dire, un côté extrême, entre guillemets, de cette chose-là, qui pourrait me faire dire en tant qu'utilisateur ou en tant que product owner que quand j'arrive ici, ben, je constate dans mon jeu de la planification que les features qui me restent et la valeur métier de ces features qui me restent ben, ne valent pas le coup par rapport justement au coût de cette nouvelle version. Donc ça veut dire qu'arrivé ici, ben, j'annule cette version. Voilà, là on est dans une approche agile. Et là, on va vraiment, si vous voulez, focaliser sur la valeur métier et du coup, on va éviter ce travers que l'on constate dans les études, qui est que, en moyenne, 40 à 45% des fonctionnalités qu'on met en prod ne sont pas utilisées, ne sont jamais utilisées. C'est un fameux rapport du Standish Group, je crois. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même, ça doit nous faire réagir, cette chose-là. Voilà. Alors vous allez me dire, ben, en maintenance, donc, ou plus généralement en TMA. Je trouve que j'ai eu l'occasion de mettre en pratique l'agilité sur une TMA et ça marche particulièrement bien. Exploration, pilotage par feedback et version. Ça marche de la même façon. Vous pouvez, par exemple, en mode projet, adopter plutôt du Scrum XP au sens itératif, parce que c'est quand même un peu plus, je dirais, un peu plus consolidé, cette chose-là. Et en mode maintenance, adopter plutôt du Kanban. Mais vous pouvez aussi faire, j'ai eu l'occasion de faire de l'itératif en mode maintenance, ça marche très bien. Il suffit de décorréler les livraisons des fins d'itération. Voilà, donc pour terminer, il faut vraiment se souvenir d'une chose en planification agile. Donc notre objectif, c'est l'importance métier des différentes caractéristiques, un feedback concret et rapide, amélioration continue du produit, mais également des pratiques de planification. Comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce qu'on peut mieux planifier. Équipe auto-organisée, puisque vraiment c'est l'équipe qui planifie, donc qui s'auto-organise. Et voilà, donc quand on voit toutes nos belles planètes de notre système solaire, ça veut dire que la présentation est terminée. Ok. Donc il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Dans une diapo, là, la 26, vous disiez que il était, bon, les choses étaient organisées. Oui, je vous écoute. Voilà. Et puis, tout au début, par contre, vous avez dit que si, effectivement, le métier, j'allais dire la MOA, le métier, voulait un changement, ben, il fallait le prendre comme une bonne chose, plutôt. Le problème, c'est que ça dépend à quel moment elle vient de nous le dire. Non ? C'est-à-dire qu'on la met dans la table de ce qu'il y aura à faire et on la prendra sur une autre itération ? Ben oui, s'il nous reste une itération. Changement, en fait, ça se fait en deux temps, vous voyez. Ici, c'est vrai que là, en fait, je m'intéresse vraiment à la pratique de planification, donc ce qu'on appelle ce fameux planning game agile que l'on retrouve en Scrum, par exemple, etc. Donc, vous avez un résumé ici. Donc, il faut bien distinguer deux choses. C'était une des premières diapos en termes de précision. Ici, imaginons par exemple la feature F6. Pour parler de feature, l'utilisateur ou le product owner s'en rend compte vraiment 2 itérations avant la fin, je la rajoute dans le backlog. Ça, c'est mon backlog de feature. Là. Je la rajoute dans le backlog. Je lui associe, donc si je considère que c'est quand même suffisamment prioritaire cette chose-là, je lui associe un coût. En tant que product owner, je lui associe une valeur métier. Et puis, ça, c'est une première étape. Et cette étape, je dirais, elle est, elle est naturelle et il faut le faire. Ce que je veux dire, c'est que si on sollicite du feedback des utilisateurs, etc., c'est bien pour en profiter. Bon, mais ce n'est pas parce que c'est dans le backlog de features ici que ça va être planifié. Hein, voilà. Et à un moment donné, si je suis juste une semaine ou une itération avant la fin, en tant que product owner, pour parler Scrum, je vais appliquer mon jeu de la planification. C'est-à-dire, je regarde comment maximiser au mieux ma valeur métier en fonction de la valeur métier justement de chaque item, en fonction du coût, etc. Donc non, je pense qu'il y a vraiment un point important, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus. En termes de change control finalement agile, il faut vraiment distinguer, je rajoute un élément dans le backlog, c'est une chose, je le prépare, c'est-à-dire je l'estime en termes de valeur métier, en termes de coût, d'effort ou de charge,
Ça, c'est une première partie. Et deuxièmement, je décide en tant que métier ou en tant que product owner de planifier le développement de cette chose-là. C'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça, encore une fois, que cette histoire de planning poker, enfin, c'est estimation belote, c'est pas planning poker. J'ai une question concernant tout ce qui est les tests. Parce que dans toute Oui. votre présentation, il n'y a pas eu de point particulier sur ça. Alors, donc, je suis expert en test et Ok. je découvre la méthode. Oui. Et mes questions sont à quel moment les plans de test sont définis, les cas de test sont créés, exécutés. D'accord. Est-ce qu'à la fin d'une release, il y a obligatoirement toute une partie de non-régression et de test d'acceptance? D'accord. Alors, comment c'est organisé dans la méthodologie? alors c'est une question qui amènerait beaucoup de choses. Mais bon, donc, ce que je peux dire rapidement, c'est que en agilité, en général, on distingue deux types de tests. On distingue les tests qu'on appelle des tests product owner, si vous voulez, ou des tests métiers, ou des tests d'acceptation, et qui sont là pour rassurer le métier. Parce qu'en fait, il faut se poser la question, l'agilité a quelque chose de radical, si vous voulez. L'agilité a quelque chose de radical, en ce sens que radical, ça veut dire on revient aux sources, et on regarde comment ça se passe, quoi. Donc ça sert à quoi on teste? Pourquoi on teste? On teste pour se forger une opinion. C'est ça, un test. Par définition, c'est quelque chose qui nous permet de nous forger une opinion. Qui est-ce qui a besoin de se forger une opinion sur le produit? Ben, il y a deux personnes. Il y a l'utilisateur et il y a le développeur. Donc si je considère les tests utilisateurs, là presque je vais laisser tomber, et pourtant franchement c'est un peu mon dada cette chose-là, le TDD, mais je vais laisser tomber le TDD. Si je parle de tests déjà côté utilisateur, en fait, l'idée c'est, il y a deux choses en fait. L'idée c'est d'une part de considérer les tests comme étant faisant partie intégrante de la spécification. Est-ce que vous connaissez la technique des user stories qui nous vient d'Extreme Programming et qu'on utilise vraiment massivement aujourd'hui en agilité? Bon, pour la petite histoire, les user stories qui sont apparus donc il y a une douzaine d'années maintenant, en ligne, on appellera ça des étiquettes Kanban. On parle de bout de carton. Kanban, ça veut dire petit bout de carton. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, ce serait plutôt des post-it. Mais alors, il faut faire attention à une chose. C'est ces user stories qui sont là pour exprimer le besoin. La user story elle-même, donc en tant que blablabla, ça c'est juste le titre de l'histoire. L'histoire elle-même, ce sont des conversations et ce sont des tests d'acceptation. C'est-à-dire en clair, l'idée c'est de spécifier, d'exprimer les besoins également sous forme de tests d'acceptation. Alors ça, c'est le premier point extrêmement important. Et donc, une user story se doit de comporter des tests d'acceptation. Si vous avez une user story qui n'a pas de test d'acceptation, c'est qu'il y a un problème dans la mise en œuvre des user stories. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes dans une approche agile. Alors, agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut un feedback rapide. Donc, en clair, ça signifie que j'ai besoin de tests d'acceptation au moment où je démarre l'implémentation de la story. Et si j'implémente pour fixer les idées la story le mardi, j'ai besoin des tests le lundi soir, j'implémente le mardi, je teste le mercredi. Et c'est même beaucoup, si vous voulez, on pourrait même aller plus loin en fait. Mais bon voilà, déjà si vous voulez, il y a une différence fondamentale qui se situe à ce niveau. Donc en clair, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en agilité, on va être très 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 vigilant sur ces tests et il va bien falloir élaborer une stratégie de test, c'est-à-dire en fonction de ma capacité, des testeurs disponibles, etc. Qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce que je vais tester manuellement, etc. On a une ABAC qui est qu'en moyenne, il faut un testeur pour 3 développeurs. Donc on va vraiment très sérieusement se poser la question de l'automatisation des tests. Donc là, je vous engage vivement à regarder des produits comme Fitnessy, F-I-T-N-E-2-S-E, Cucumber, etc., qui sont des produits qui ont pour but de permettre à l'utilisateur, donc qui n'est pas informaticien, d'automatiser ces tests. Voilà. Donc là, vraiment, je veux être très clair là-dessus. La qualité, c'est quelque chose qui n'est pas négociable en agilité et l'objectif, c'est vraiment de travailler beaucoup sur les tests, d'automatiser les tests et d'avoir un feedback très rapide sur les tests. Voilà, on pourrait vraiment en discuter longtemps de cette chose-là, mais voilà, ça marche comme ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. OK. Ouais, je voulais savoir à peu près quelle était la proportion de projets qui étaient réalisés en agile. Et après, si c'était adapté à tout type de projet ou s'il y a des exceptions. Alors, la proportion de projets développés en agile, vous voulez dire aujourd'hui en France, dans les DSI? Enfin, honnêtement, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que,
Et après, je répondrai sur l'autre partie. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'agilité, on parle de mainstream. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, quand j'ai lancé XP France, par exemple, en 2000, franchement, on passait pour des extraterrestres, si vous voulez. Déjà à l'époque, parler d'itératif, ça faisait marrer. Alors, parler de TDD, de pair programming, je ne vous raconte pas. Bon, aujourd'hui, l'agilité, Scrum, grâce à Scrum en particulier, au business model de Scrum, l'agilité est devenue quelque chose, disons, qui est audible de la part des sociétés. Donc, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que vraiment, la grande majorité des sociétés s'est mis récemment ou se met à l'agilité avec, le cas de tout à l'heure, c'était Wipley, par exemple, qui a démarré il y a 1 an, et donc ils sont en train de déployer l'agilité. Et grosso modo, si vous voulez, à quelque chose de près, toutes les sociétés aujourd'hui en sont là. Pratiquement, enfin quand je dis toutes les sociétés, c'est un bien grand mot, mais enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de sociétés qui sont dans une phase d'expérimentation de l'agilité ou déjà de déploiement de l'agilité. Après, on pourrait se poser d'ailleurs la question de quelle agilité on parle, ça c'est un petit peu autre chose. Bon. Ensuite, quand même, aujourd'hui, on a également à partir de là des résultats et franchement, moi je le vois chez les différents clients que j'ai l'occasion d'accompagner. Moi, par exemple, personnellement, je n'ai pas d'exemple d'équipes qui viennent me dire on veut revenir en arrière à une approche cycle en V, quoi. Vous avez Version One qui fait beaucoup d'études comme ça, de surveys, qui publie chaque année en fait des résultats. Et les résultats, c'est que là aussi, 85 à 90% des sociétés qui ont mis en œuvre l'agilité ont trouvé des bénéfices en termes de meilleure maîtrise de projet, en termes de livraison plus rapide, en termes de qualité. Donc voilà, là-dessus, si vous voulez, en résumé, j'ai pas de chiffres sur la quantité, mais sur la qualité, oui. Voilà, ça répond à votre question. Oui. Ah oui, voilà, pardon. Oui, ça me rappelle une blague, cette chose-là, sur Alzheimer. Mais, oui, donc, est-ce que c'est adapté à tout type de projet? Alors ça, c'est une question qui, à mon humble avis, ramène à la définition de l'agilité. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour moi, l'agilité, elle se situe au niveau des valeurs qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire, être agile, ça ne veut pas dire on est colocalisé. C'est pas ça. On peut très bien être agile. Par exemple, tout à l'heure, Wipley prenait un exemple où ils ont des développeurs, si j'ai bien compris, qui sont en Afrique du Sud. Bon, on peut tout à fait faire de l'agilité dans ce cas-là. Il n'y a rien qui est interdit. Donc, c'est pas ça. En fait, la vraie question par rapport réellement à l'agilité, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Et aujourd'hui, les valeurs de l'agilité, c'est le collectif, c'est les individus plus que les process, c'est un feedback rapide, c'est la qualité de ce que l'on fait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, imaginons une société qui serait très centrée process, qui serait très centrée individualisme, qui serait très centré profit à très court terme au détriment de la qualité à long terme. Là, ça ne va pas être facile pour mettre en place de l'agilité. Donc il va falloir réellement travailler justement sur des cas concrets pour montrer que c'est mieux comme ça, pour faire un petit peu tache d'huile ou l'effet viral qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, mais pour moi, à mon avis, c'est plutôt là la différence. Et encore une fois, il suffit vous prenez une équipe, une situation, il y a un problème à résoudre, enfin ça ne va pas. Est-ce que le réflexe au niveau management, c'est on revient à ce qu'on connaît, c'est-à-dire le command and control, je rajoute un document, je rajoute un contrôle, etc. Ou est-ce qu'on passe vraiment à l'agilité, c'est-à-dire on fait confiance et on travaille avec les individus? Juste rapidement, votre question, c'est quel est le temps de l'estimation? Alors, le temps de l'estimation, en fait, là c'est vraiment... c'est un équilibre à trouver entre la durée que l'on va prendre et la qualité de l'estimation. La règle en agilité, c'est de ne pas perdre trop de temps dans les estimations. Donc en fait, on a en place, on a aujourd'hui des pratiques, bon là juste pour terminer, je vous engage à regarder les pratiques type planning poker, estimation par lot ou par paquet de user story, mais c'est la même chose au niveau de feature. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1 heure, avec le planning poker, on peut estimer une dizaine d'éléments, c'est l'ordre de grandeur. En estimation par lot, je peux estimer une vingtaine d'éléments. Donc voilà, ça veut dire que si à un moment donné, j'ai une centaine de features, bon, peut-être qu'il faut rajouter un petit overhead, mais enfin, voilà. On a aujourd'hui des techniques d'estimation très rapides.
Et on va jouer sur la vélocité derrière. Voilà, je pense que là, il faut vraiment arrêter. Merci beaucoup.